Aujourd'hui, en fait, on a souhaité vous réunir pour vous faire part de notre inquiétude sur un projet de mine d'or et appeler à un rassemblement qu'on va organiser samedi. Et on a fait un communiqué de presse que je vais vous lire, et je vais d'abord vous dire qui a signé ce communiqué de presse, puisqu'en fait, il est la réunion d'organismes agricoles avec des associations de la société civile. Donc, on a travaillé ensemble avec donc les fermiers du Pays Basque en AOP Osso Irati, le syndicat des producteurs du piment d'Espelette, Chapata, donc qui est la cerise d'Itsasu, Esqualerico Laboranza Gambara, ELB, Blé, l'association des producteurs fermiers en label Idoki, l'Interabap du Pays Basque, d'ici, le CAD, qui est le collectif des associations de défense de l'environnement, et l'association Stop Mine EHC, qui est l'association qui s'est montée avec comme objet de s'opposer à ce projet de mine. Vous aurez la liste à la fin de la conférence de presse, ce que je viens de... Voilà. Donc après donc des mois de silence de l'administration, puisque le projet avait été lancé à l'été 2015 et sans aucun préavis de personne, il y a une consultation publique qui vient d'être lancée sur donc cette demande de permis exclusif de recherche pour de l'or qui a été déposée par la société Sudmine. Pour cette consultation publique, le délai est très très court puisqu'elle a démarré le 30 janvier. Et elle dure jusqu'au 17 février. Et c'est le seul moment où officiellement le public peut s'exprimer. Donc, on l'a appris presque par incidemment, on va dire, que la consultation avait démarré, puisqu'il n'y a aucune information, ni des mairies, ni des médias, que cette consultation est lancée. Il y a juste un petit site internet dans un coin qui référence le démarrage de la consultation publique. Alors, sur le périmètre que je vous ai montré, là, c'est 126 km². Vous savez qu'il y a déjà de nombreuses initiatives qui ont été prises par des associations ou par des professionnels qui ont engagé notre territoire de manière résolue vers une agriculture responsable, une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, en utilisant des ressources donc, qui sont renouvelables et pérennes, et qui donc nous produisent des produits de qualité dans des filières biologiques ou de qualité, et en partie donc le périmètre là est totalement calcable à l'AOP Osso Irati. L'AOP Osso Irati, c'est quasiment le périmètre que je vous ai montré là tout à l'heure sur la carte. L'AOP, excusez-moi, je me trompe, l'AOP Piment d'Espelette est exactement sur le périmètre, et l'AOP Osso Irati l'est aussi à cheval, plus bien sûr la cerise d'Itsasu, et maintenant l'AOP Quintao, qui est le port qui est aussi en partie sur ce périmètre. Là aussi. Quintoa. Quintoa. Alors, en rappel, vous savez que dans la procédure, il y a donc 11 communes qui sont sur le périmètre, et les 11 maires de ces communes ont émis un avis défavorable à la recherche d'or, mais également le ministre de l'Agriculture. Ces avis ont été intégrés dans le rapport qui a été fait par l'administration, donc par la DREAL, et qui a malgré tout donné un avis favorable pour la délivrance de ce permis. Donc, cette consultation qu'on nous met à disposition dorénavant, alors je précise qu'il y a plus de 500 pages à lire dans les 17 jours qui sont généreusement offerts. Il y a les documents mis bout à bout, il y en a pour plus de 500 pages à consulter, pour vous dire la qualité de la consultation. Donc, ces documents, ils confirment des choses qu'on avait déjà eu l'occasion de dénoncer ensemble. D'une part, la société qui fait l'étude d'impact pour ce permis de recherche et qui en conclut qu'il y aura quasiment pas d'impact environnemental du projet est fait par la société Géoplus Environnement. Et le directeur de Géoplus Environnement, c'est M. Vallier. M. Vallier est par ailleurs le président de Sudmine, c'est-à-dire la société qui va profiter de ce permis de recherche. Ce qui nous apparaît être un
conflit d'intérêts énorme, en fait, entre les deux sociétés, et il s'auto-analyse que son projet n'a pas d'impact sur l'environnement. Le point qui est confirmé également, c'est que sous le couvert d'une recherche d'or facile à exploiter, qu'ils appellent donc l'or secondaire, en fait, clairement, Sunmine envisage déjà le renouvellement et l'extension de son permis, donc vers l'est et vers le sud par rapport à la carte, pour aller chercher ce qu'ils appellent donc l'or primaire. L'or primaire, c'est le filon d'or, c'est l'or qui est encore engagé dans la roche et qui nécessite pour être extrait des moyens financiers, mais également techniques considérables, avec une pollution toujours énorme à la clé. Donc, vous aurez les références de ce que je vous cite avec les pages dans les mémoires qui sont mis à disposition du public, où vous voulez aller, si vous voulez aller chercher l'info comme elle est décrite par Sunmine. Et on rappelle également que la demande actuelle de permis, c'est très important, si elle est accordée, c'est un permis donc de recherche, mais si c'est accordé, ça ouvre le droit à la concession. C'est le code minier qui est fait comme ça. On ne peut pas laisser une société engagée quasiment tout son capital sur une opération de prospection sans lui accorder le droit derrière de la concession si jamais il trouve. Donc s'il y a recherche et qu'il trouve, la concession elle est automatiquement accordée. Il peut y avoir discussion à l'ouverture des travaux, il peut y avoir enquête publique pour des aménagements à la marge sur les travaux, mais ça s'appelle le droit de suite en termes miniers, c'est-à-dire recherche implique exploitation. Pas leur refuser la concession. Voilà. C'est donc bien pour ça que c'est maintenant qu'il faut qu'on se bouge. C'est avant qu'ils cherchent qu'il faut leur dire qu'on n'en veut pas de leur mine, qu'on ne veut pas qu'ils exploitent. C'est même pas la peine qu'ils viennent chercher. Alors on a appris donc de nouvelles choses. La première, c'est donc que je vous ai montré la carte, on pourra vous la remontrer tout à l'heure. C'est vraiment tout le périmètre qui va être prospecté. Et donc tout le réseau hydrologique, et notamment tout le bassin de la Nile. Et il faut savoir que l'eau potable que l'on boit sur la côte est prise à Austerlitz dans la Nile, et toute pollution qui arriverait par ces cours d'eau sur la Nile, en fait, impacte toute l'eau potable de tous les habitants de la côte basque. C'est pas un projet sa diffusion, disons, ça intéresse toute la population de la côte basque de savoir qu'il y a un projet minier à l'intérieur des terres. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la société Sunmine n'a pas encore de plan de financement viable pour lancer tous ces travaux de recherche. Et donc, ils sont à la recherche de financeurs. Je pense que c'est bien que les financeurs voient aussi que l'opposition est construite et large, de manière à peut-être hésiter à mettre le doigt dans un projet qui est plus que controversé. Sunmine, enfin Géoplus Environnement, donc Sunmine considère que son projet aura un impact sur l'économie évidemment positif. Donc avec ce évidemment, la discussion va être close, il n'argumente absolument pas. Donc ils occultent complètement les interférences avec les autres secteurs économiques déjà présents sur le secteur. Les termes de Cambo ne sont même pas évoqués. Pour un permis qui s'appelle le permis de Cambo, il n'y a même pas un mot sur les termes, sur le fait que cette activité économique existe. Et ils évoquent donc l'agriculture, le tourisme, en occultant toute interférence qu'il pourrait y avoir entre leur activité qui est quand même excessivement polluante et toute l'agriculture qui est autour, qui va forcément pâtir de cette pollution. En conclusion, donc la seule mine responsable et durable, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mine urbaine, qui consiste en fait à recycler l'or dans tous nos biens usagés. Je pense qu'il y a plus d'or là dans ce téléphone que dans la terre de Cambo ou d'Ixassou. Et je sais pas qui il est, le téléphone. C'est pas de moi qui le dis, il y a des rapports de conseils économiques et sociaux, et ce serait porteur de beaucoup plus d'emplois, la filière de recyclage des métaux
que tous les projets miniers réunis actuellement sur la planète. Donc le projet de ce mine n'a vraiment aucune raison d'être. Et donc le message là, c'est qu'on s'y oppose là tous ensemble, habitants et agriculteurs du Pays Basque. Et donc, nous appelons à un rassemblement samedi prochain qui arrive, le 11 février, donc pendant la consultation publique, à 14h30 sur la place du marché d'Espelette. Et donc, voilà. Espelette avait dit oui aussi ou pas? Non, Espelette a dit non. Alors, oui ou non? Pardon. Espelette a dit non au projet. D'accord. Voilà. Il me semblait que c'était la seule commune qui avait dit oui. Tout à fait au début, sous le coup de la surprise, le maire avait effectivement eu une petite déclaration, mais il était très rapidement revenu dessus. Il avait réuni son conseil municipal et avait après requalifié son avis en avis défavorable. Et ça a été joint au rapport de la DREA. Et le maire d'Espelette facilite le rassemblement que l'on organise sur le village. Bon, il a insisté pour dire qu'il était farouchement contre-projet. Suite au début, il était pris sur le coup de l'émotion. Voilà, donc vous aurez le communiqué de presse, je viens de vous lire avec les références également où on peut trouver la consultation publique, puisqu'on appelle aussi les gens à participer à la consultation publique. Et les références de ce que je viens de vous dire, vous aurez les pages des rapports dans la consultation. Voilà. Alors les filières, puis alors donc, par ailleurs sont présents ici, donc moi je parlais ici pour le cas des stock-mines, enfin je ne vais pas parler de nous tous en fait, mais je suis moi du cas des stock-mines et après sont présents tous des représentants des filières, donc Marie Sergenot, je suis d'Itsassou, paysanne à Itsassou, en production de lait de brebis et fabrication de fromage au suirati et cerise d'Itsassou. Xapata elkartearen izenean mintzatzen naiz gaur. Xapata elkartean dira gerezi ekoizleak. Dira bakarrik itsasun, baina ere inguruko herrietan. Atzo arrasean bildu dira, eta behaz erabaki dugu parte hartzea goizuntan, erakusteko gu ere denak ahunt kontra girela. Pentsatzen dugu proiektu horrek ez duela ondorio baikorrik kaitenal gure lurraldearen zat. Alde batetik pentsatzen dugu zinez ondarea suntsitzen alduela, bai kultural aldetik, baina ere paisaien aldetik. Bestalde iduritzen zaitu zinez abiatua dugun garapen ekonomikoa gereziarekin blokatzen alduela. Nahi nuke ere azpimarrantu, azken urte hauetan, kasikoai 20 urte pasa, abiatua girela berriz gerezi landatzen, eta gerezi horiek ez direla bakarrik kokatuak tokitipi batean, baina edatuak direla lurralde osoan, bai pense bazteretan, eta ez bakarrik itxasun. Eta abiatua dugu ere desmartxa bat ezagupen ofizial bat ukaiteko, AOP edo IGP edo lako zerbait, eta iduritzen zautu ere desmartxa hori pixka bat estiltzen alduela edo berdin jastatzen alduela. Beraz, ahont kontra agertzen gira, duela bizpailu urte 2014an egin ginuen ikerketa bat fondatzeko zonbat gerezi bat zen gure lurraldean. Itxasun bedean fondatuak izan dira kasik 4.000, eta orain ari gira pixka bat garatzen ondoko herrietan. Guk argiki kontra agertzen gira eta deitzen dugu duden larun bateko manifara. Voilà, je voulais juste dire en 2 mots que les producteurs de cerises d'Itsassou se sont réunis hier soir et donc on a décidé de prendre part à cette conférence de presse parce que nous étions de façon tout à fait unanime contre le projet de mine qui se profile. Nous pensons qu'il faut l'arrêter dès maintenant. Nous, en tant que producteurs de cerises d'Itsassou, nous voulons dire que il y a un risque pour nous de détruire ce patrimoine culturel et paysager qui a été constitué au fil des décennies. C'est aussi une notoriété
qui a été construite aussi au fil des décennies et qui aujourd'hui donne une image tout à fait positive au territoire. Donc ça ne concerne pas de ce point de vue-là que les agriculteurs et que notre propre activité. Et donc il y aurait un impact tout à fait négatif sur le plan économique, bien au-delà de celui du monde paysan. Et bien évidemment, à notre niveau, aujourd'hui la cerise amène une valeur sur les petites fermes. C'est une production qui demande peu de foncier, mais c'est une production qui est étalée, qui est sur l'ensemble du territoire. On pourrait pas avec un tel projet protéger nos cerisiers parce qu'ils ne sont pas localisés sur un endroit précis, mais ils sont vraiment en bordure de prairie, en verger sur Itsasou et les communes qui sont autour d'Itsasou. Donc on pense que non seulement ça bloquerait notre développement économique, ça bloquerait aussi certainement la démarche qu'on a entreprise pour obtenir un signe officiel de qualité depuis 2013. Et donc voilà, on est totalement opposé au projet et on appelle vraiment les gens à venir samedi parce qu'il nous semble que ça nous concerne tous au-delà des producteurs de cerises que nous sommes. Michel? Francis. Ramucho je suis le représentant des producteurs de piments et d'Espelette en Afrique. Donc ce projet-là nous concerne pleinement parce que il va être développé sur l'ensemble du territoire qui nous concerne. Donc en ce qui concerne le piment d'Espelette, ce sont environ 200 producteurs qui sont engagés dans cette production, qui par ailleurs aussi sont agriculteurs et font aussi d'autres productions. On est vraiment dans une démarche de production de qualité, mais de qualité qui va au-delà du produit lui-même, de qualité de pratique, de qualité de territoire, de qualité en matière de paysage. On est sur un territoire qui est fragile. Donc dès le départ, quand on a eu information des intentions de Sudmine, on s'était réunis avec l'INAO et Osoirati pour nous positionner sur le projet et demander au ministère qu'il se prononce et que l'on soit consulté. Donc le ministère de l'Agriculture a pris position, mais bon, on voit que le projet revient sur la table, donc pour nous c'est inacceptable. On peut pas voilà, ce projet pour nous il est incompatible avec ce territoire, avec ses habitants, avec ses activités. D'une part, donc c'est pour ça que voilà, on appelle au rassemblement qui aura lieu samedi. On appelle à participer à la consultation qui je dirais qui est déjà très compliqué avec un laps de temps très court, et on demande surtout aux représentants de ce territoire et entre autres aux élus qu'ils fassent remonter nos souhaits et qu'ils considèrent qu'ils demandent à l'État qu'il donne une fin de non-recevoir à ce projet. Voilà. Pour l'appellation Osoirati, au niveau des fermiers, nous sommes directement concernés par cette problématique et on a plusieurs inquiétudes. Tout d'abord, les conséquences directes en ce qui concerne les points de recherche, comme vous avez vu, ils sont disséminés un peu partout. Donc on aura beaucoup de paysans qui seront directement concernés et impactés. Il faut savoir que dans l'appellation, nous avons un cahier des charges qui nous donne des obligations de nourrir nos animaux essentiellement avec les ressources locales. Donc on est limité dans les achats extérieurs. Ici, les exploitations sont des surfaces relativement petites et donc on a besoin de toutes les surfaces fourragères. Donc chaque fois qu'il peut y avoir un impact, c'est autant de moins qui peut être pour l'utilisation des bêtes et pour les nourrir. Donc ça, c'est un problème qui va directement concerner. On a sur ce zonage 83 paysans qui sont engagés dans la démarche d'appellation Osoirati. Et plus globalement, il nous semble que ce projet de recherche et d'exploitation, si elle est par la suite, eh bien, ça va porter une atteinte
à l'image de nos appellations qu'on essaye de construire une attractivité pour le territoire, hein, et faire que ce soit d'un intérêt général, alors que là ce sera des biens captés uniquement par des biens privés. Donc on a vraiment deux logiques qui sont diamétralement opposées dans la recherche d'une valeur et de l'intérêt pour un territoire. Donc c'est pour ça que nous aussi, au niveau de l'appellation Ossau-Iraty, il nous semble donc important de faire que ce projet s'arrête dès le départ et qu'il ne soit pas accordé ce permis de recherche. Donc c'est clair que très souvent les exploitations sont petites, c'est des productions complémentaires, hein, c'est-à-dire des choix stratégiques qui ont été faits vers la qualité, et ce serait vraiment dommageable que cette logique-là soit mise à mal. Donc nous appelons nous aussi à ce rassemblement samedi prochain à Espelette. Bon, Pampi Olaizola, paysan à Espelette et membre du bureau de la Laborantza Ganbara. Beraz, Laborantza Ganbararen ere aski harrigarria da eta ezin onartua proiektu hori. Ari gira lanean praktika bat zuen tokian berriz ezartzeko eta gure lurra, gure ura defenditzeko. Defenditzen dugun laborantza motak badu eragin hobe bat uraren gainean, lurraren gainean ere, eta hor gure lan guzia izobatzen da olako proiektu batekin, bai ikerketarekin, baina gero ustiatzea balimada, hor segur da dena izobatzen da, eta bestalde ere erran dezake, egiten den lana eta defenditzen dugun modeloa da gizarte guziarentzat, bai laborarientzat, laborariak aktore dira lan egiten dute lurraren eta ingurumenaren errespetuz, eta ere lan egiten dute kontsumitzaileentzat. Eta kontsumitzaileak partaide dira eta laborari horien bizian laguntza ekartzen dute, beraz da oreka bat eta bada hor partaidetza azkar bat kontsumitzaile eta laborarien artean, eta horako proiektu batean ez da partaidetzarik. Hor, enpresa bat heldu da, hartuko du, eta bakarrik hartuko, eta ez du deus ekarriko gure lurraldeari. Beraz, hori ere lotxagarria da, eta horako proiekturik ez dugu nahi. En deux mots, pour Laborantza Ganbara, on défend un type d'agriculture qui est vraiment, qui met en avant des pratiques qui ont un effet plutôt bénéfique comparé à d'autres types d'agriculture sur la qualité de l'eau. On est vraiment en train d'essayer de mettre en place un projet agricole où l'eau, il n'y a pas d'incidence sur l'eau, où le respect de la terre est vraiment quelque chose de primordial, avec des pratiques bien précises. Et donc aujourd'hui, un tel projet saccagerait tout le travail qui est mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, d'une manière générale ici par les différentes structures qui sont ici. Et ce que j'évoquais également, parce que bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est que dans le type d'agriculture que l'on défend, il y a vraiment un partage entre la société agricole, les acteurs agricoles qui produisent avec ces pratiques-là des produits de qualité, et les consommateurs qui sont peut-être plus ici localisés sur la côte, mais qui sont sur tout le territoire. Et là, il y a vraiment un partage. Il y a des acteurs qui produisent, qui vivent et qui produisent pour des consommateurs, qui par leur action et par leur achat et par leur consommation permettent cet équilibre-là. Là, le projet qui nous arrive est un projet où il n'y a qu'un sens, il n'y a aucun apport, c'est vraiment prendre, c'est exploiter vraiment dans le sens premier du terme, et il n'y a aucun retour pour notre territoire, et c'est une raison supplémentaire pour s'y opposer fermement. Joan biztondu, Xaban laborari eta beraz belberain izenean eta idukiko etxe ekoizle gisa.
Guk ere proiektu hori ezin onartua da guretzat, eta ejana izan den ildo beretik kalitatezko desmartxa hainitz garatuak izan dira belaunaldiz belaunaldi, eta gaur ezin dugu onitsi sozietate batek hola bere burua inposatzea, eta zerentzat, urgearentzat edo beste gai batzuentzat. Beraz, horrek guretzat baditu arrisku larriak, espropriazioa eta holako gauzak, onartuko balitz eta segituko balitz. Eta kostalde inguruan ere laborariak behar dira, eta etxaldeak atxikitzeko beharra eta lehentasuna beti atxikitzen dugu, eta beraz, proiektu hori ahas kontrakoa da, eta beraz, ezperetara joatea larun batean ere ditzen dugu beraz. Voilà, donc, pour ELB Idoki, poursuivre tout ce qui a été dit par les filières de qualité. Donc ce projet est totalement contradictoire puisqu'il a de risques multiples pour les fermes qui sont sur ce secteur-là, mais en plus, sachant que sur la côte et au plus près de la côte, il faut aussi des paysans pour produire une alimentation de qualité, qu'il faut des paysans, qu'il faut des fermes. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit et ce qu'on défend. Voilà, ce projet pour la recherche de l'or ne nous apporte rien puisque c'est depuis des générations et ça continue. Il y a des projets qui sont menés au niveau du territoire et qui apportent au niveau de ce territoire. Donc ce projet-là, pour nous, c'est une aberration, quoi. Donc voilà. Donc on appelle aussi à se rassembler samedi à Espelette. Voilà. Et aussi dire qu'il y a une pétition à signer sur le site du cadre qui avait été déjà mise en place et qui continue. Donc pour ceux qui l'ont pas faite, c'est maintenant qu'il faut s'opposer, quoi. Il y a combien de signatures pour l'instant dessus? 3721. Voilà, bon, moi j'ai deux mots pour, je fais partie de l'association Stop Mine Hatché. On a créé ça il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et pour essayer de sensibiliser, on avait pris conscience déjà du projet dévastateur qui pourrait arriver ici, à Nechpoléry. Du coup, on a créé cette association, on a mis en place des réunions publiques à l'intérieur du Pays Basque. Et on a essayé de sensibiliser le maximum la population et les acteurs aussi ici. Un an après, on se retrouve tous ici, donc on est plutôt satisfait aussi quand même de la prise de conscience de la plupart. Donc là maintenant, je pense que les choses vont démarrer sérieusement, c'est-à-dire qu'on appelle évidemment au rassemblement samedi, mais c'est le début, je pense, juste simplement le début des mobilisations. Voilà. On se prépare de cette façon. Et puis, si ce projet est dévastateur pour ici par rapport à notre agriculture, il est aussi, je pense, dévastateur partout. Il est nuisible partout. Et je pense que certains ici, certaines personnes ont montré l'exemple ailleurs, et nous aussi, il faut qu'on défende cette terre, et que les actions qu'on va mettre en place, ils puissent retirer ce projet, et que ça donnera l'exemple aussi pour d'autres endroits qui, hélas, sont un petit peu en mauvaise posture, comme en Bretagne, comme en Ariège, où ils veulent réouvrir, comme dans la Creuse. Donc là aussi, je trouve que c'est important de penser à toutes ces personnes-là et à mobiliser aussi et à mutualiser peut-être les actions et montrer aux caméras que ça se fera pas parce qu'on aura une grosse mobilisation et qu'on sait faire aussi. Voilà. Voilà pour les prix de ce... Georges. Oui. Tu veux dire un mot sur l'eau, Georges? Oui, il vient d'avoir un projet donc qui va lessiver des sols, puisque ça ressemblera d'ailleurs davantage à une carrière qu'à une mine. Tout est à ciel ouvert. Donc ce sont des grandes lessiveuses qui vont laver les matériaux. Voilà, c'est des choses qui vont ressembler à peu près à ça, vous voyez. C'est des grands embouts. Et donc, si vous avez un taux d'or de 3 grammes tonnes, ben vous mesurez les masses de gras remuées. Vous savez très bien que ici on prend l'eau dans la Nive et la Nive. Voilà
le cours de la Nive, c'est une moyenne sur plusieurs années. Vous voyez que vous avez de grands moments de crue. Vous en avez d'ailleurs connu il n'y a pas très longtemps. Je vous rappelle qu'en 2014, la Nive est montée à 6,10 mètres à Cambreau, avec les dégâts que vous connaissez. Imaginez une carrière ouverte avec des déluges qui tombent, vous voyez ce que ça donne au niveau de turbidité. Et puis vous voyez ici, c'est tout l'été. C'est le moment où il y a des vacanciers. On est presque dans un oued. On traverse à pied la Nive, dans bien des endroits. Et donc on se trouve devant des exagérations des phénomènes climatiques, à la fois des crues plus importantes qu'autrefois, et des sécheresses plus importantes, y compris d'ailleurs parfois en hiver. Ce qui fait qu'il va y avoir une tension sur l'eau, et vous savez d'ailleurs fort bien, puisque l'usine de la Nive s'est associée un peu aussi avec les Landes et le sud du territoire pour pouvoir mutualiser. Et vous savez très bien que lorsqu'il y a de très grandes crues, on arrête le prélèvement. Parce que la turbidité est telle que vous avez ensuite des conséquences, des impacts que vous connaissez, à savoir que les tuyaux se remplissent de glaise et que ça fait une pellicule dans laquelle vous avez en particulier beaucoup de microbes. Et donc il faudra augmenter les doses de javel pour pouvoir le chlore, pour pouvoir avoir une eau potable. Sur le procédé que prévoit d'utiliser Sudmine, vous avez des informations que vous êtes allé chercher dans le... Alors on est allé chercher... Donc il y a des publics ou parce que... Non, ils disent pas. Ils disent pas, voilà. Si, on connaît le procédé. Oui. C'est de façon gravitaire. Et voilà, c'est ça. Donc il faut faire dévaler sur des tapis. Voilà. Et comme l'or est beaucoup plus lourd, on va le retrouver. D'accord, on va secouer de temps en temps ce tapis pour aller chercher l'or. Et puis, voilà. Et donc, ce sont des grandes lessiveuses que je vous ai montrées. Ça, c'est des instruments chinois, hein. Ils n'ont pas de sous. Pour dire les choses, ils ont 200 000 euros à peu près de garantie et ils ont 74 000 euros de dépenses la première année. Ce qui fait que l'objet, bien sûr, vous avez compris, c'est de constituer ensuite, d'être ce qu'on appelle des inventeurs. Et une fois qu'ils auront inventé, ils vont construire une joint venture avec une autre entreprise. Les grands vont venir, cette fois-ci, pour apporter des sous, d'accord, et exploiter cette fois-ci de façon plus conséquente. C'est tout le travail des petites, ce qu'on appelle les junior entreprises. Est-ce que vous avez une idée de combien de kilos ils espèrent récolter à l'année? Enfin, quel est à votre avis Alors, on a peu de renseignements là-dessus, mais on a interrogé aussi quand même des personnes compétentes sur le point. Si on arrive à 6 grammes, 6, 8, enfin, c'est pas pire quand on est dans des filons, mais grammes par tonne, c'est beaucoup. Et la moyenne est plutôt autour de 3-4. Et là, on est sur ce qu'on appelle, je m'en souviens plus le terme anglais, de cut, c'est-à-dire le moment où c'est rentable. Voilà, il faut que l'or soit assez haut pour que ce soit rentable. Au-dessus de 3-4 grammes? Ah oui. Oui, mais sinon, vous pouvez avoir une mine qui reste ouverte, les gens ne sont plus là, puisque c'est plus rentable de le faire à ce moment-là, et ça peut rester des années ouvert, comme ça. Donc, si je comprends bien, vous allez me corriger si je me trompe, il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques, c'est un tapis, mais le risque c'est dans des temps comme la crue de créer une turbidité excessive qui ensuite a des conséquences, c'est ça? Alors, dans ce qu'on appelle l'or secondaire, c'est-à-dire de l'or détritique. En gros, si vous voulez, l'or est toujours associé à tout un ensemble d'autres minéraux, d'accord, c'est des remontées basaltiques, et ce qui fait qu'il y a toujours un or primaire sous la forme de filon. Et au niveau géologique, il a donc été abrasé et érodé, et c'est pour ça qu'on va le retrouver aujourd'hui dans un certain nombre d'ailleurs c'est là-dessus qu'il y avait des mines antiques. D'accord? Et donc ils l'ont exploité de cette même manière à l'époque, hein. On faisait des grands lacs, vous avez des retenues, vous avez encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est un patrimoine aujourd'hui, et dans laquelle vous retrouvez une exploitation très ancienne, antérieure à l'époque romaine, d'accord, ici dans le paysage. Et
C'est à quel endroit ça déjà? Ah, c'est tout le territoire là. Oui, il n'y a pas un endroit particulier qu'on Ah oui, le camp César. À observer ça vraiment de manière concrète. Ah oui, si vous allez à Cambo, vous allez en bas, au bas, enfin sur la route qui s'en va vers où il y a le supermarché. Voilà, vous allez juste derrière le supermarché. Vous avez un petit chemin qui prend sur la route principale, à droite. Alors vous allez dans les fougères. Et quand vous montez, vous faites à peu près 150 mètres, 200 mètres. Et vous allez voir des trous énormes, entre 15 et 25 mètres, et qui ont été faits à la main à l'époque. Et c'est ce qu'on appelle donc le camp César. Parce que là, vous avez une langue, en gros, une langue d'un ancien glacier, qui a donc érodé et qui a atterri là. Et c'est pour ça que vous avez des quantités assez importantes à ce moment-là. Et donc c'est de la terre, c'est du sable mélangé à des blocs. Ça, c'est l'or détritique. Mais eux, ce qu'ils vont chercher aussi, c'est l'or primaire. L'or primaire, c'est-à-dire en filon. Parce que cet or, il vient bien de quelque part. Et on sait très bien, pour l'avoir analysé, ils l'ont fait analyser d'ailleurs par l'Allemagne, que à la forme, etc., tout un ensemble d'indices, on sait très bien qu'on est à moins de 10 km de l'or sous la forme du filon. Et donc là, ça changerait quoi Ah ben là, par contre, on passe dans du lourd. Parce qu'on change d'échelle au niveau économique, on change d'échelle au niveau de l'exploitation. Là, il faut extraire, compresser, etc. C'est tout à fait autre chose. Et là, vous avez l'utilisation de produits chimiques. Là, on rentre dans du lourd, économiquement et techniquement. Au début, vous avez parlé d'échantillonnage. Concrètement, ça se traduit par des fourrages. Non, alors il y aura plusieurs phases de travaux. Dans un premier temps, ce sera vraiment de l'échantillonnage. Ils prendront un peu de sédiments, voilà. Ils prévoient plusieurs phases de travaux et suivant ce qu'ils vont trouver dans cet échantillonnage, ils viendront à la foreuse effectivement regarder un peu plus en profondeur ce qu'il y a sur des endroits intéressants. Et juste pour compléter ce que vous a expliqué Georges, effectivement, il y a une limite de rentabilité de l'or. Donc, certains experts disent 3-4 grammes par tonne. Ça dépend du prix de l'or, en fait, sur les marchés. Et ce qui veut dire que quand l'or avait un coût bas sur les marchés, il n'exploitait que au niveau de la planète, des gisements où il y avait un fort grammage par tonne. Et comme l'or a monté, il devient intéressant pour eux, d'exploiter quand il y a moins de grammes par tonne, mais ça veut dire aussi qu'il faut ouvrir autant de carrières. C'est-à-dire que si vous avez que 3 grammes par tonne, vous allez devoir exploiter une surface 2 fois plus grande que s'il y en avait 6 grammes pour avoir la même quantité d'or à la fin. Et donc en fait c'est vraiment un éparpillement de toutes les carrières sur le territoire. Moins il y a de grammage et plus ça prend potentiellement de la terre. Voilà. Et donc l'exploitation de l'or primaire, Sunmin s'en est plusieurs fois défendu dans la presse en disant que fallait pas s'inquiéter, qu'ils allaient juste ouvrir une petite carrière. Alors déjà dans leur dossier ils expliquent bien qu'ils veulent ouvrir plusieurs carrières, il n'y en aura pas qu'une quelque part, il y en aura plusieurs sur le territoire. Je dis carrière parce que visuellement ça ressemble à une carrière, c'est une mine, une mine à ciel ouvert, mais qui recherchent leur primaire. Et qu'ils ont déjà prévu le renouvellement et l'extension de leur permis pour aller exploiter cet or primaire. Et là, il y a forcément utilisation de chimie. Ils ne savent pas faire autrement, donc c'est du cyanure, en l'occurrence. Et dans le monde industriel, il y a régulièrement des accidents avec le cyanure parce que c'est un produit hyper dangereux, hyper toxique. Voilà. Donc c'est vraiment une exploitation très très lourde. Donc ils vont certainement dans un premier temps effectivement chercher des carrières avec de l'or secondaire pour commencer à faire rentrer un peu de sous dans la machine et pour après avoir les moyens d'aller chercher leur primaire vers l'extérieur. Le droit à la concession, ça se traduit par une expropriation ? Oui. Le sous-sol n'appartient pas le sous-sol appartient à personne dans la loi française. Et donc il n'appartient donc pas au propriétaire de la surface de la prairie. Mais il faut bien qu'il puisse rentrer. Et donc c'est bien l'occasion d'une concession. C'est l'État qui concède la propriété du sous-sol à... Pour pouvoir faire ces échantillonnages, il faut bien que l'entreprise puisse rentrer sur les terres privées. Oui.
Donc là, effectivement, l'étape suivante sera de sensibiliser tous les propriétaires potentiellement concernés. On va avoir un paquet pour leur faire connaître leurs droits, le droit de dire non à l'entreprise, ce qui est un droit, qui sous-entend derrière les procédures administratives, parce que l'entreprise finit par accorder l'autorisation à la place du propriétaire, mais enfin c'est quand même pas si simple. Donc c'est une forme réelle de position. Et pour ça, il faut que les propriétaires ils sachent aussi qu'ils sont tout seuls. Et c'est tout l'intérêt, c'est que quelqu'un seul dans son coin n'osera jamais s'opposer à une entreprise comme celle-là, alors qu'il sent bien qu'il n'est pas tout seul et que c'est tout le territoire qui le soutient, ça facilite. Il faudra le médiatiser dans une prochaine étape, pour que tout le monde puisse savoir ça. Parce que vu tous les points qu'il y a derrière. Est-ce que la menace n'est pas trop exagérée? Je suis désolé de la provocation, mais si c'est une seule carrière, l'impact pourrait être limité. Ça n'apporte rien. Il peut y avoir des impôts, ça peut être. Il peut y avoir, je ne sais pas, éventuellement de l'emploi, de l'investissement qui est éventuellement distribué dans l'économie locale. Dans ce cas-là, oui. Elle aurait dû être beaucoup plus précise, elle n'aurait jamais dû concerner 126 km². Est-ce qu'il y aura, ça, je ne les ai pas comptés, mais 126 carrières. Il y a 145, j'ai compté. Ah d'accord, voilà. 145 à peu près. Est-ce que ces 145 carrières qui sont envisagées sont liées sur Sur les points d'échantillonnage, ce sont effectivement pas 145 carrières. C'est très peu d'emplois à la limite. Il y a moins de 10 personnes qui travaillent dans une mine, c'est hyper automatisé aujourd'hui. C'est vraiment c'est très peu. Donc l'emploi dans la mine c'est rien, et puis c'est pas quelque chose qu'on peut espérer pour nos enfants. C'est les maladies des mineurs, c'est répertorié. Ils sont en contact avec tous ces métaux qui sont libérés en plus de l'or dans le nettoyage de la terre, et c'est des professions hyper à risque. Donc c'est très peu d'emplois. C'est le seul qui va gagner, c'est l'exploitant d'or. Dans tous les pays de la planète, les pays qui ont le malheur d'avoir de l'or ou des métaux dans leurs terres sont les pays les plus pauvres. L'exploitation de la terre n'a jamais enrichi la population qui vit. C'est des circuits derrière de financiers. L'or est excessivement lié au cours de la finance, en fait. Mais c'est certainement pas un enrichissement, on va dire, qu'on utilise ce mot-là, des gens qui habitent sur les territoires où sont exploités. Il n'y aura pas d'impact économique à la mine. Il n'y aura que des ordres qu'on a évoqués. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, je me permets de mettre une petite couche, c'est qu'il y a aussi, on sort là du côté un peu environnemental, mais au niveau historique, patrimonial, archéologique, il y a certains éléments qui sont connus, certaines suppositions aussi, mais en termes de précision de l'histoire de ce secteur-là au niveau minier, on est loin de tout savoir. Et malheureusement, s'il y a une activité comme ça qui vient sur ce territoire-là, elle va saccager tout le patrimoine archéologique qui permettrait de connaître aussi l'histoire de cette exploitation, parce que l'histoire de l'exploitation aurifère au Pays Basque, ça a été une page immense de l'histoire locale qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne connaîtra jamais si jamais des gens viennent tout saccager en faisant une carrière. C'est sûr que vous parliez du camp de César tout à l'heure. Le camp de César, c'est pas là où ils vont aller en dernier, quoi. C'est le truc qui est le plus documenté, le plus connu. C'est là où ils vont aller. Et là, vous savez peut-être que l'archéologie en France, c'est un domaine dans lequel on ne met aucune finance, sauf pour de l'archéologie de sauvetage, etc. lorsqu'il y a un projet. Tant qu'il y aura rien là, il y aura aucune archéologie qui permettra de connaître ça. Et c'est bien dommage, quoi. Donc là, ce projet, en plus de faire tout ce qu'il va faire comme dommage, il va aussi tourner une page ou occulter complètement, ou pas nous permettre en tout cas de savoir ce qui s'est passé dans tout ce territoire-là, dans toute cette zone-là, à ce niveau. Ce qui peut paraître disproportionné, c'est le moment des sondages et le moment de l'expertise qui sera finalement relativement peu importante là, par rapport à ce qui va venir après.
oui, effectivement, à la bâtée, à la tarière, ça va pas faire des déluges. Par contre, ce qui s'annonce derrière et qui est lié à ça, et qui est directement lié à ça, effectivement, ça c'est un autre problème. D'où peut-être l'impression du décalage entre le discours tenu et la réalité. Pour la prospection, ils vont aussi rentrer sur les terrains des privés, ainsi de suite? Alors, ils ont dit qu'ils demanderaient l'autorisation propriétaire, donc on peut le croire, mais on peut aussi le vérifier, c'est-à-dire effectivement ça fait partie, ils ne peuvent pas rentrer sur la propriété privée des cas sans l'autorisation du propriétaire si c'est clôturé. Donc il faut là aussi tout un travail d'information des propriétaires sur le fait que les endroits se clôturent pour pas qu'il y ait qu'il y ait violation de la propriété privée si jamais des gens rentrent sans l'accord des propriétaires. Donc par la suite il y aura tout ce travail à faire effectivement d'information sur la démarche concrète pour les propriétaires du terrain. Mais une fois la concession acquise, je vous lis, à l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit à l'exclusion de tout autre, y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher là où les substances. C'est un droit. Et il faut le comprendre dans l'autre sens, ils vont investir quasiment tout le capital de leur entreprise sous les mines. Ils ont 220 000 euros de capital et ils ont 270 000 euros projetés sur ce permis, plus que leur capital. Ah, 260. En recherche, on ne peut pas leur laisser chercher et dépenser tous leurs sous en leur disant après, bon mais c'est bien, on est content, vous avez trouvé, mais finalement on a réfléchi et vous n'allez pas avoir d'exploitation. Je veux dire, ce serait à l'envers du système normal. Donc c'est bien parce que la concession est automatique derrière, que c'est maintenant qu'il faut effectivement arrêter le projet et dire que non, de toute façon, on ne veut pas d'ouverture de la mine et puis c'est tout. Donc même pas la peine de venir chercher. Parce qu'ils auront le droit de tout ça, ils auront le droit de leur primaire, ils auront le droit de l'extension du permis, ils ont le droit du renouvellement de leur permis. C'est le code minier qui est fait comme ça aujourd'hui.